Alors bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence ce soir à l'École des Chartes. Nous sommes très heureux donc de vous accueillir pour cette nouvelle conférence, conférence donc qui prend place dans le cycle quatrième de couverture, qui est un cycle, je le rappelle, donc dont le principe est de vous faire découvrir notre actualité éditoriale en vous présentant donc notamment des livres, les derniers livres publiés aux éditions de l'École des Chartes. Alors ce soir, nous avons le plaisir de vous présenter un ouvrage qui vient tout juste de paraître dans le courant de ce mois de novembre. Ouvrage sur le sujet des premières lois imprimées et qui est consacré donc à l'étude des premiers actes royaux qui ont été mis sous presse à partir de la fin du XVe siècle. Pour nous présenter cet ouvrage, nous sommes très heureux d'accueillir donc nos deux intervenants de ce soir, donc l'auteur, Monsieur Xavier Prévost, et pour échanger avec lui autour de son volume, donc Monsieur Patrick Arabert. Alors Monsieur Prévost, pour vous présenter en quelques mots, donc vous êtes archiviste paléographe, vous êtes en effet un ancien élève de l'École des Chartes, promotion 2015. Vous êtes également ancien élève de l'École normale supérieure de Cachan. Vous avez par ailleurs soutenu en 2012 une thèse de doctorat en droit à Paris 1. Vous êtes agrégé des facultés de droit, agrégé d'économie et gestion. Et donc un parcours très riche et qu'on pourrait aussi qualifier d'assez atypique puisque donc avant d'être chartiste et diplômé de l'École des Chartes, vous avez été nommé en 2014 donc professeur d'histoire du droit à l'Université de Bordeaux où vous enseignez actuellement et où vous dirigez donc l'Institut de recherche Montesquieu. Monsieur Arabert, donc, que nous avons le plaisir d'accueillir également pour dialoguer avec vous. Donc, Monsieur Arabert, vous êtes ici à l'École des Chartes, professeur du droit civil et du droit canonique. Vous connaissez très bien donc, le travail de Xavier Prévost, puisque vous avez dirigé ses recherches lorsque celui-ci était élève à l'École des Chartes. Alors donc l'ouvrage dont il est question ce soir porte sur les débuts de l'impression de la législation royale, donc sur une période qui va de la fin du XVe siècle à la première moitié du XVIe siècle. En guise de très rapide introduction, je rappellerai simplement que c'est un volume qui est issu, Monsieur Prévost, de votre thèse d'École des Chartes, donc, que vous avez soutenue en 2015. Que c'est un ouvrage remarquable à plus d'un titre, au-delà d'un sujet qui pourrait paraître au premier abord un petit peu aride. Remarquable donc tout d'abord par donc le vaste corpus, le corpus très vaste sur lequel il s'appuie, puisque il est fondé donc sur le dépouillement de plus d'un millier d'actes royaux imprimés que vous avez consulté pour parvenir à un corpus définitif sur les contours duquel vous reviendrez sans doute. Remarquable aussi par la double approche que vous avez privilégiée, puisque dans ce volume, vous nous offrez à la fois une étude d'histoire du livre et d'histoire du droit, qui nous permet de découvrir tout autant donc, les modalités et les artisans de l'impression de ces lois que les incidences de l'imprimerie sur la pratique législative elle-même et donc les incidences sur la manière de diffuser, d'écrire et de diffuser la loi au début des temps modernes. Voilà, donc un ouvrage qui vraiment fourmille d'humiles détails très instructifs et qui apporte donc tout un lot de nouveautés dans différents domaines. Et nous avons donc hâte de vous entendre sur ce sujet. Donc je vous cède sans plus tarder la parole en vous remerciant tous les deux beaucoup d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Merci. Merci à vous, chère Géraldine, Madame la directrice, chers collègues, chers amis, cher Xavier. Je ne peux que redire combien nous sommes heureux et fiers d'accueillir ce soir en sa maison Xavier Prévost, professeur d'histoire du droit à l'Université de Bordeaux, comme il a été dit, pour la parution donc dans la prestigieuse collection des mémoires et documents de son livre tiré de sa thèse d'École des Chartes, soutenue en 2014, Les premières lois imprimées.
l'auteur, je crois, rendra hommage personnellement au beau travail d'édition accompli sous la férule de Géraldine Hu, que j'ai particulièrement plaisir à saluer aussi ce soir. Alors j'ai dit sa maison, et je vais répéter un peu ce qui a déjà été dit, mais il faut que vous ayez conscience de l'auteur que vous avez devant vous. Xavier Prévost a en vérité plusieurs maisons. Il faut rappeler encore une fois qu'il est l'homme d'identité multiple, puisque donc, on vous l'a dit, il est un ancien élève de l'école normale supérieure de Cachan, un agrégé d'économie, et que c'est loin d'être tout, engagé dans un brillant cursus juridique. Il est ensuite entré à l'école des Chartes par le biais du concours d'entrée direct en deuxième année. Il y est entré élève, mais il en est sorti professeur, parce que dans l'intervalle, il a été reçu premier à l'agrégation d'histoire du droit également en 2014. Docteur en histoire du droit de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne depuis 2012, il a donné, on l'a déjà dit, je voulais le rappeler d'un mot, une très belle recherche sur Jacques Cujas, un sujet qu'il a épuisé de sa science, de son travail, un sujet rêvé, un rêve dont la réalisation avait certes été caressée par bien d'autres que lui, mais en vain, ce qui n'avait sans doute fait qu'accroître la crainte de l'affronter. Et ce sujet résidait tout entier dans l'œuvre fondamentale, surhumaine à bien des égards, d'un géant de la discipline, Jacques Cujas, et c'est un travail qu'en vérité la communauté attendait sans vraiment l'espérer. Dans cette maison, donc, il a soutenu une autre thèse qui ne l'a pas fait abandonner le XVIe siècle, mais il s'est glissé sans abandonner le manteau de notre discipline dans celui d'un chartiste versé dans l'histoire du livre. Les premières lois imprimées, tel est ce beau sujet d'étude qui en vérité n'avait pas connu de précédent, tant il est vrai que le nombre très réduit des spécialistes en histoire du droit du XVIe siècle, la rareté des études diplomatiques concernant l'acte royal imprimé, et enfin le relatif délaissement de l'histoire de l'édition juridique par les historiens du livre offraient une place à prendre. D'un mot sur le livre, alors que la publication sur papier du journal officiel a été officiellement abandonnée depuis le 1er janvier 2016, comme le rappelait récemment le professeur Rigaudière, ce livre porte donc sur les débuts de l'impression de la législation royale, en particulier des lois à la pièce. Ce point vous sera expliqué. Son intérêt procède évidemment de l'objet, mais aussi de l'approche retenue. Il s'est agi tout à la fois de montrer les rapports entre l'évolution de l'imprimé et l'évolution d'une source du droit, auquel nous, les historiens du droit, nous intéressons particulièrement, à savoir la loi, et il faudra dire un peu ce que nous entendons par là, mais aussi, ainsi que aussi pour les liens qui unissent l'imprimerie et le marché économique qu'elle crée à cette occasion, et partant donc forcément les transformations que nous voyons profondes du pouvoir législatif du roi et de ses lois au début des temps modernes. Tant il est vrai que, mais ce point sera abordé évidemment, si l'imprimerie ne remet pas immédiatement en cause l'ensemble des mécanismes médiévaux, le bouleversement formel commence dans la période même de frapper de plein fouet la pratique législative, pour reprendre une de tes formules, et cela en parallèle au même moment d'une théorisation nouvelle ou censée nouvelle de la loi à la Renaissance. Donc toutes ces questions passionnantes sont évidemment soulevées dans ce livre et nous allons quelque peu en parler. Je te cède la parole pour quelques propos généraux aussi. Merci beaucoup, cher Patrick, Madame la directrice, chers collègues, Mesdames, Messieurs, cher Patrick, donc chers amis, merci beaucoup. Donc je vais simplement ici formuler quelques remerciements généraux pour dire à quel point je suis heureux et honoré d'être ici aujourd'hui. Donc, beaucoup de choses ont été dites. Je voudrais spécialement ici remercier Patrick Arabert qui, comme donc vous l'avez compris, a dirigé ma thèse d'école des chartes ici et a fait beaucoup plus pour moi ces dernières années. Donc je tenais à le remercier. Ce travail lui doit beaucoup. J'en reparlerai sans doute un peu rapidement tout à l'heure quand je reviendrai sur certaines questions. Donc merci beaucoup Patrick d'être là aujourd'hui et de m'avoir accompagné ces dernières années. Je dois remercier vraiment très très chaleureusement Madame Hu qui a pris la parole au départ, la directrice ici des éditions de l'école. J'ai eu un accompagnement éditorial incroyable, vraiment. Le résultat final que je viens de découvrir, puisque l'exemplaire est paru la semaine dernière et
la poste, c'était compliqué, donc je viens de le voir. J'ai hâte de me plonger dedans, mais me semble vraiment très réussi. Et je dois dire que vraiment, c'est un travail éditorial incroyable. C'est pas le premier livre que je publie, mais c'est vraiment, j'ai jamais eu un accompagnement tel, et je suis vraiment, je dois dire, impressionné par ce qui est fait ici. Donc, merci beaucoup. Et plus généralement, je tiens à remercier l'école des Chartes et la Société de l'école des Chartes. La Société de l'École des Chartes pour m'avoir aidé dans la publication de cet ouvrage financièrement, et l'École des Chartes pour eh bien, les années que j'ai passées ici, il y a quelques années maintenant. Alors pas ici exactement, mais nous étions à l'époque en Sorbonne. C'était il y a quelques années où j'ai passé des moments merveilleux alors que je venais d'un univers un peu différent, et ça a été vraiment pour moi un grand plaisir, et puis l'occasion d'aborder des champs de recherche nouveaux pour moi à l'époque, et dont nous allons parler à présent. Et je te cède à nouveau la parole, me semble-t-il, dans ce dialogue. Bien. Alors, bien, commençons par le commencement, donc, les choses sérieuses, si j'ose dire. On a tout de suite, se pose tout de suite la question d'un mot du titre, qui est le mot de loi, et du concept de loi applicable pour la période en cause, et qui, on en est bien conscient, et tu l'as bien balisé dans ton travail, l'imprécision qui peut s'y attacher. Et donc, peut-être pour commencer à parler de ce dont on parle, faut-il commencer à parler du corpus, qui est l'objet de ce travail, et aussi des limites chronologiques qui en ont été la conséquence. Donc, le concept, le corpus. Effectivement, c'est une vraie question, parce que quand on voit le titre qui a été choisi, les premières lois imprimées, derrière le concept de loi, on peut mettre beaucoup de choses, et puis quand on y pense, on a notre prisme évidemment actuel. Pour moi qui suis juriste, mais au-delà pour n'importe qui, de penser au pouvoir législatif et à la loi dans notre société aujourd'hui. Et il est vrai que ce concept appliqué à l'histoire est compliqué à saisir, alors qu'il est très très largement utilisé par les historiens, et par les historiens du droit en particulier. Il est certain que le concept de loi appliqué au XVIe siècle ne recouvre pas exactement ce qu'il recouvre pour la période contemporaine. D'autant plus que le XVIe siècle, la fin du XVe, le XVIe siècle est un moment de transformation du pouvoir de commandement monarchique, qui fait à la fois l'objet d'un renforcement théorique et d'un renforcement pratique dans la pratique du pouvoir monarchique, d'un renforcement théorique avec la théorisation de la souveraineté moderne. On pense évidemment à Baudin, mais pas que. Et puis, ce renforcement théorique est évidemment indissolublement lié à la pratique même du pouvoir, et à l'intensification de l'activité du monarque dans la production de textes royaux, dont on va voir qu'une certaine partie d'entre eux peut être regroupée sous le concept, ou peut-être même, devrais-je dire, le métaconcept, en l'occurrence, de loi. Donc, on observe une production accrue de textes royaux à ce moment-là, à partir de la fin du XVe et au cours du XVIe siècle. Et cette production accrue aussi se double d'un accroissement de la variété des instruments qui sont utilisés. Si à côté de ça, on y appose le terme de loi, dans quel sens est-il utilisé au XVIe siècle? Il est utilisé dans des sens variés. Le terme de loi pour le XVIe siècle est polysémique, et si je me limite au champ juridique, il est même polysémique au sein du champ juridique. En effet, le terme de loi sert avant tout à désigner le droit romain, les leges. Les leges, ce sont les lois. Et quand on parle de leges, on parle en fait du droit romain compilé dans le Corpus Juris Civilis.
Quand on parle de loi, on parle aussi de loi divine, de loi naturelle, et tout cela, c'est assez éloigné en fait, de ce que moi je traite dans cet ouvrage. Je traite d'un autre type de texte qui est parfois qualifié de loi, puisque effectivement, les actes royaux, certains actes royaux en tout cas, se qualifient parfois eux-mêmes de loi. Et on y reviendra, je pense, un peu plus tard dans cette présentation. Derrière ces actes royaux, qui pour certains d'entre eux se qualifient de loi, il y a en réalité une grande diversité d'actes. Cette diversité est d'autant plus difficile à saisir qu'il n'y a pas de correspondance entre les caractères diplomatiques et les caractères juridiques, et que par conséquent, il s'avère difficile de déterminer quels actes royaux peuvent véritablement être regroupés sous le concept de loi, d'autant plus que la monarchie elle-même n'a pas vraiment fait de classement catégoriel de ces actes royaux. Alors, il existe en diplomatique de grands types d'actes royaux, les lettres patentes et les actes expédiés sans l'intervention de la chancellerie. En l'occurrence ici, je n'ai traité que des lettres patentes, et plus spécialement uniquement des lettres patentes en commandement. Pourquoi ? Parce que ces textes sont ceux qui s'apparentent le plus à la notion de loi au sens matériel du terme, et que ce sont les textes qui sont le plus généralement considérés comme étant des lois royales. Ici, je parle évidemment ici très rapidement, c'est une conférence de présentation. Il y a plein de précautions méthodologiques qu'il faudrait prendre, que j'expose dans l'ouvrage, mais sur lesquelles je peux pas revenir ici, mais notamment la plus grande généralité de ces textes, leur plus grand degré d'abstraction, en particulier la procédure qui s'applique à ces textes fait qu'ils peuvent être rapprochés du concept de loi. En outre, au sein de ces textes, des limites, comme tu l'as suggéré, ont aussi dû être posées en termes à la fois temporels et en termes matériels. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas l'intégralité des actes royaux imprimés durant cette époque qui ont été étudiés véritablement, ni même l'intégralité des lettres patentes en commandement qui ont été imprimées. Alors, comme l'a dit Madame Hu en présentation, j'ai dépouillé 938 pièces imprimées qui regroupent 1355 actes royaux, qui pour certains sont imprimés en de nombreux exemplaires. Et à partir de ce premier ensemble, j'ai construit un corpus. Il a fallu essayer de construire un corpus homogène qui repose sur des critères pertinents qui pouvaient permettre d'appréhender ce concept de loi. Le corpus définitif contient 386 entrées qui sont extraites de 307 pièces imprimées et qui regroupent 267 actes royaux différents. Voilà, ce sera à peu près les seuls chiffres que je donnerai, vous inquiétez pas. C'est pour donner une idée des dépouillements. Alors, le corpus a été réduit de manière temporelle, de manière matérielle. De manière temporelle, pourquoi ces dates, pourquoi ces bornes chronologiques, le règne de Charles VIII jusqu'au règne d'Henri II. Ce cadre temporel est celui des premiers développements de l'impression des actes royaux, l'apparition et les premiers développements des actes royaux, puisque les dépouillements ont permis de découvrir que le plus ancien acte royal imprimé, c'est celui-ci. C'est une ordonnance sur la justice en Languedoc promulguée le 28 décembre 1490 par Charles VIII et qui a été mise sous presse à Lyon en 1491. Et par conséquent, il fallait nécessairement faire remonter l'analyse jusqu'à cette date et donc jusqu'au règne de Charles VIII.
ce qui paraît d'autant plus logique que ce règne est souvent considéré comme le premier règne de l'époque moderne, le début de la Renaissance en France, la découverte de l'Amérique, renforcement du pouvoir monarchique. Et donc, ça paraissait d'autant plus cohérent. Et puis, on observe que de cette date jusqu'au règne d'Henri II, il y a un ensemble qui lui-même est cohérent. Pourquoi deux éléments principaux permettent d'arrêter l'analyse au règne d'Henri II, parce qu'après Henri II, on a une croissance exponentielle des actes royaux, de la production normative du roi, vraiment un accroissement considérable qui a été étudié et mis en avant. Et puis, autre point lié, alors ça c'est un point d'histoire du droit, autre point lié plutôt à l'histoire du livre, même s'il a des implications juridiques, c'est qu'au début du règne de Charles IX, la mise sous presse de la législation est centralisée et contrôlée avec par le fait que le roi accorde le premier privilège général d'impression des actes royaux. Et donc le roi confère à Robert de Estienne le premier privilège général d'impression donc, de tous les actes royaux en 1561. Donc au début du règne suivant celui d'Henri II. C'est là du règne suivant celui-là. C'est là une des règnes qui suivent ce d'Henri II. C'est une transformation décisive donc dans la gestion de la diffusion imprimée de la législation par le monarque et ça paraissait pertinent d'arrêter l'analyse à ce moment-là. L'autre grand critère qui a permis de réduire le corpus, et je m'arrêterai ensuite sur ce premier point, c'est le fait que ne sont étudiés que les actes royaux qui sont imprimés à la pièce, c'est-à-dire qu'ont été exclus les recueils d'ordonnances, puisque les recueils d'ordonnances, donc de loi royale, pour faire simple, obéissent à une logique éditoriale complètement différente. Ces recueils, ce sont donc des ouvrages dans lesquels on a plusieurs lois royales qui sont imprimées à la suite selon des critères variés qui dépendent des auteurs. Ces recueils d'ordonnances, pour la période considérée, ont été largement étudiés par mon maître ici présent, Patrick Arabert. Donc, je n'y reviendrai pas. Si vous avez des questions, c'est à lui qu'il faut les poser. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout la même logique éditoriale que l'impression des actes royaux à la pièce. Et c'était la raison pour laquelle ils ont été écartés de l'étude. Enfin, dernière précision importante sur la constitution de ce corpus, je n'ai étudié que les actes royaux imprimés à la pièce pour cette période temporelle, conservés dans les collections de la Bibliothèque nationale de France. Alors, cela peut paraître une limite très très forte, évidemment, mais sur laquelle je veux revenir rapidement. J'ai consulté 1 millier de pièces, donc c'est déjà un corpus qui est assez important. Et puis, dans les collections de la BNF, ce sont toutes les collections de la BNF qui ont été consultées. Donc, il y a de nombreuses pièces ici qui viennent qui ne viennent pas des imprimés, qui viennent des collections du département des monnaies, qui viennent des collections de l'Arsenal, par exemple. En outre, l'étude plus spécifique que j'ai pu faire sur l'impression des actes royaux incunables tente à montrer la bonne représentativité des pièces conservées par la BNF. Donc, il y a effectivement un biais de l'étude, et ce biais, c'est le biais de la centralisation, et donc un biais sans doute parisien. L'étude minore très certainement les impressions qui sont faites dans les provinces, ailleurs qu'à Paris. Néanmoins, elle les étudie, puisqu'on a de nombreuses pièces qui sont imprimées ailleurs qu'à Paris, mais la constitution du corpus elle-même a conduit sans doute à minorer la place de l'impression provinciale. Donc voilà pour les contours de cette étude. Je pense qu'on va peut-être maintenant en venir au fond. Alors, ont été aussi laissés de côté, fort logiquement, les textes médiévaux qui ont pu, mais ils sont rares en vérité, qui ont pu être imprimés pendant cette période. Il s'agit bien des actes royaux des règnes de Charles VIII à Louis XII. Ah, Henri II. Henri II, pardon. Pourquoi diable Louis XII Ce serait peu de choses.
Alors, dès l'origine, on voit bien, dès le début du travail et à l'origine de ces processus, c'est que la loi, employons donc ce terme, est comme l'on dit peut-être d'une manière un peu alambiquée, médiatisée par les imprimeurs, parce que c'est eux qui vont choisir les textes. Et donc, forcément, enfin, on pouvait se le demander, se poser raisonnablement la question, l'évolution des lois imprimées se fait aussi dans le cadre des transformations que connaît l'imprimé. Il fallait donc examiner cela, c'était évidemment dans le corpus de ce qu'il y avait à faire, et voir comment typographie, illustration, support, mise en page portait une influence sur la figure des actes royaux ou non, ou dans quelle mesure la routine des livres l'avait plus ou moins emporté. Alors sur cette question, je pense qu'on pourra voir de belles images. Exactement, tout à fait. Parce que, comme tu le dis, évidemment, l'impression des actes royaux de la loi s'inscrit dans l'évolution générale de l'histoire du livre, mais néanmoins, on peut relever des particularités à travers 4 points, moi, que j'étudie dans l'ouvrage. La typographie, les illustrations, 5 points même, le support, le format, la mise en page. Je vais revenir rapidement sur ces différents points. En termes de typographie, tout d'abord, globalement, évidemment, l'impression des actes royaux donc s'inscrit dans celle du livre imprimé, mais avec un léger décalage. On peut distinguer pour la période de l'étude 3 temps. D'abord un recours exclusif au caractère gothique, une période de transition, et ensuite le fait que le romain s'impose durant le règne d'Henri II. Donc pour les premières impressions, alors je suis désolé, cette diapo n'est pas très lisible, mais comme ça vous voyez bien. Les premières impressions, à l'image du reste de la production, la typographie est une typographie qui utilise donc des caractères gothiques. Et cela est vrai pour les 30 premières années de l'impression des actes royaux, alors que dans le même temps, pour l'histoire générale du livre, on observe le développement de la lettre romaine dans les autres secteurs de l'édition. Ce n'est pas le cas pour les actes royaux imprimés, qui, même durant la seconde partie du règne de François Ier, restent imprimés selon la forme qui est la leur depuis la fin du XVe siècle. C'est par exemple le cas pour les nombreuses inditions de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, dont je vais parler à de nombreuses reprises. Vous avez ici un exemple qui n'est pas non plus pour l'instant très visible. Alors pourquoi ces choix? Parce que ces impressions, ce sont des petites impressions de peu de valeur pour lesquelles les imprimeurs ne vont pas investir spécialement dans des nouvelles fontes, dans des bois, j'y reviendrai pour l'illustration. Au contraire, l'intérêt, c'est de réduire le coût et de pouvoir avoir une marge importante sur ces petits livrets qui vont éventuellement même permettre de financer d'autres publications coûteuses. Ce n'est donc qu'au cours de la décennie 1550 que le romain s'impose. Alors, désormais, c'est plus épisodique, mais vraiment, on voit ici le fait que le triomphe de la lettre romaine, l'expression n'est pas de moi, mais qui est désormais net à partir des années 1550, puisque, vous voyez, les actes royaux sont imprimés tous, quasiment tous, selon ce type de typographie, avec ce type de typographie. Pour les illustrations, on observe l'évolution suivante. Les actes royaux incunables sont agrémentés de gravures sur bois. Alors vous l'avez déjà vu pour le premier acte royal imprimé, ici, en l'occurrence, on a des gravures sur bois, qui sont des gravures qui sont simples, effectivement, et qui illustrent ces textes de manière très stéréotypée. Pourquoi ?
parce qu'on a deux grands types d'illustrations, soit de manière très générale l'exercice du pouvoir, c'est ce que vous avez sur l'illustration de gauche, le roi ici avec des conseillers, et puis ou l'autre vraiment type d'illustration, c'est le travail d'écriture, qui serait en l'occurrence appliqué à la loi, mais qui peut s'appliquer à n'importe quel autre type d'écrit. D'ailleurs, ces bois servent à illustrer une grande variété d'ouvrages. On les retrouve dans des ouvrages absolument pas juridiques de ces mêmes imprimeurs. Encore une fois, c'est toujours la même logique, c'est qu'on ne va pas graver spécialement pour illustrer ces tout petits feuillets de quelques pages. On ne va pas investir. Et cela se vérifie avec la disparition même, pratiquement, de toute illustration, sauf exception, dans les actes qui sont imprimés par la suite. En effet, dès le début du XVIe siècle, dès les premières décennies du XVIe siècle, on ne trouve que très rarement des gravures en pleine page. On a simplement une ornementation discrète avec des lettrines ornées ou des bandeaux. D'accord ? Encore une fois, là, je reprends une diapo que vous avez vue avec un bandeau, une lettrine ornée. Et puis, l'illustration est souvent limitée à la marque des imprimeurs ou à la symbolisation des privilèges. Et vous en avez un exemple important qui est celui de l'illustration de couverture de l'ouvrage, qui est en tête du privilège d'impression donné à Galliot-Dupré pour l'impression de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. On a toutefois des exceptions, des ouvrages qui sont toujours illustrés au cours du XVIe siècle, des actes royaux imprimés à la pièce avec des illustrations. Et un exemple va me permettre de vous illustrer à la fois les deux exceptions, puisqu'il réunit en lui-même les deux exceptions. C'est un acte royal imprimé d'exception, qui est celui-ci, dont vous voyez la beauté de l'illustration. Alors pourquoi a-t-on toujours des actes royaux imprimés à la pièce qui sont illustrés au cours du XVIe siècle? Soit parce que ce sont des exemplaires de luxe. Ici, vous avez un exemplaire de luxe, puisque c'est un exemplaire qui est offert au chancelier Guillaume Poyet, dont vous avez les armes qui sont ici peintes à la main, avec des couleurs qui sont éclatantes. Alors, je ne sais pas si ça se voit très nettement, normalement aussi, je pense, mais quand on consulte l'ouvrage original, c'est vraiment encore magnifique aujourd'hui. Donc ça, c'est la première exception, les exemplaires de luxe, qui sont très très rares. Et la deuxième exception, qui fait maintenir une illustration importante dans des actes royaux imprimés à la pièce, c'est quand il y a une mise en image qui est quasiment indispensable à la compréhension du contenu même de l'acte royal, et donc à la bonne application, et la bonne compréhension et la bonne application du texte. Donc là, on n'a plus du tout une mise en image du processus de rédaction, comme on l'avait pour les incunables avec le roi et ses conseillers ou une personne en train d'écrire quelque chose. On a cette fois une mise en image du contenu de la loi, du contenu du texte normatif. Et l'exemple le plus courant, quasiment le seul d'ailleurs, c'est l'illustration de la législation monétaire. Donc ici, vous avez une ordonnance sur le fait des monnaies, donc une ordonnance monétaire, ordonnance de Blois. Et vous voyez, vous avez une illustration des monnaies sur lesquelles le roi légifère. Il légifère sur leur valeur, leur circulation, leur poids, etc. Et donc, pour qu'on puisse saisir de quelle pièce il est ici question, il y a une illustration. Alors ici, qui est une illustration exceptionnelle, parce qu'en plus, elle fait l'objet d'une mise en couleur. Vous voyez, on voit que ce sont des pièces d'or. Et les pièces d'argent sont, elles, peintes en gris. Ici, vous avez des pièces qui sont donc peintes en jaune pour montrer qu'elles sont en or. Dans la plupart des cas, là c'est peint parce que c'est un exemplaire de luxe, dans la plupart des cas, évidemment, on a une illustration en noir et blanc qui n'est pas mise en couleur. Autre élément d'évolution, mais ça je vais passer très vite parce qu'on y reviendra tout à l'heure sans doute, la question du support. Le support qui est utilisé pour l'impression des actes royaux, c'est quasi exclusivement le papier.
ce qui paraît pas surprenant pour de l'histoire du livre imprimé, mais ce qui peut être surprenant pour de la législation, puisque les actes royaux originaux sont tous sur parchemin. Hein, c'est un élément indispensable de leur validité, à part deux exceptions qui sont les originaux imprimés, je pense qu'on y reviendra, et les copies imprimées avec mention manuscrite. Vous avez ici un exemple de copie imprimée avec mention manuscrite qui est donc sur parchemin, et les exemplaires de luxe. L'exemplaire précédent, un exemplaire de luxe aussi, fait l'objet d'une impression qui n'est pas toujours sur papier, pas tous les exemplaires de luxe sont sur papier. Sinon, pour le reste, tous les actes sont imprimés sur papier. Très rapidement, le format, qu'en est-il du format d'impression de ces textes? Les imprimeurs vont traiter les actes royaux comme à peu près n'importe quel autre texte, et donc vont leur appliquer leurs critères pour le choix du format. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que les actes royaux originaux font l'objet d'un format particulier, hein, qui est un format de ce type, un format oblong, qui n'est pas respecté par les imprimeurs lorsqu'ils vont diffuser la législation sur papier, puisque 80% des textes étudiés ont été imprimés au format in octavo. Pourquoi? Plusieurs raisons peuvent expliquer ce choix. Les actes royaux sont des textes qui, pour la plupart, sont très courts, quelques dispositions. Donc, il y a peu de textes à imprimer. Choix d'un petit format pour qu'il y ait quand même suffisamment de volume. Et puis ensuite, une question de maniabilité. Ce sont des textes qui sont amenés à être consultés, emportés. Donc des petits formats aussi peuvent apparaître plus pratiques. Néanmoins, il y a d'autres formats. Il y a bien sûr des in quarto, mais il y a aussi des in folio et il y a aussi des in plano, notamment pour ce qui est de l'affiche. Pour les textes affichés, alors on en a très très peu pour la période étudiée. Donc voilà rapidement pour le format. Un dernier point qui peut être intéressant d'aborder sur ces questions, c'est la mise en page, parce que là, sur la mise en page, je pense, c'est une des thèses que j'avance dans cet ouvrage, que véritablement les imprimeurs ont fait évoluer la pratique de la monarchie. Et la pratique spécifiquement ici de la chancellerie dans la rédaction même de la loi et dans la rédaction des actes royaux. L'imprimerie, en effet, va apporter quelque chose de nouveau, à savoir de rendre plus visible la structure même des lettres patentes, la structure même de la loi. Et on va l'observer à travers, dès les actes imprimés au XVe siècle, à travers la composition du texte qui va laisser des blancs et qui va même numéroter les paragraphes, et plus spécifiquement ici ce qu'on va appeler les articles du texte du dispositif. C'est une différence importante puisque dans la traduction manuscrite, on a une séparation qui se fait par item. Item, 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 mais on n'a pas de numérotation explicite des actes royaux, de tous les actes royaux, alors que les actes imprimés, eux, vont introduire, et très rapidement, cette numérotation, en particulier pour les actes les plus longs. Vous le voyez ici, hein, vous avez des numéros, par exemple 21, 22, 23. Hein, ici, vous voyez qu'il y a la numérotation des articles, et on voit, il y a par exemple, pour faire la pub pour l'école, sur Telem, sur un des sites de l'école, vous avez une étude qui est faite sur la numérotation, sur l'impression des édits de pacification, et spécifiquement de l'édit de Nantes, avec une étude du professeur Barbiche, qui montre aussi le travail de numérotation et qui montre comment la numérotation apparaît dans les originaux au cours du XVIe siècle. Voilà pour ces remarques sur la forme des actes royaux imprimés. Sur un point, c'est-à-dire l'illustration, dont on peut en effet s'étonner qu'elle disparaisse relativement vite. On a pu
Xavier et moi discuté avec Elisa Ruiz Garcia, une collègue qui a écrit un livre sur les impressions juridiques castillanes dans les années 1480-1520. Hein, et c'est pas de la littérature juridique, c'est des actes royaux. Et là on a une efflorescence d'illustrations très frappante et qui en vérité est dans la variété et dans la richesse et qui n'a pas véritablement d'équivalent ici. Et sur la question de la numérotation par article, ça c'est quelque chose de très important, comme tu l'as bien dit. Et là, on peut en effet faire un parallèle avec l'impression de la littérature juridique, parce que d'une certaine mesure, les corpus, hein, le corpus juris civilis et le corpus juris canonici, dans les impressions qu'on va leur donner au XVIe siècle, vont reprendre évidemment la partition qui était celle des manuscrits, mais y ajouter la numérotation. On a commencé à numéroter les lois, les fragments, on parle du digeste et les canons, à partir de leur impression et de leur réunion dans ces grands in-folios du XVIe siècle. Donc là, il y a un parallèle tout à fait intéressant. Alors, il est vrai aussi qu'il faut bien avoir à l'esprit que cette influence de l'imprimerie sur l'évolution des actes royaux a ses limites, il y a en quelque sorte des résistances. Alors, d'un côté, il ne faut pas oublier que l'on a continué à produire des originaux manuscrits, hein, sans doute même jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Pour le XVIe siècle, pour parler encore une fois, il en sera encore question dans la suite de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, il est bien connu, enfin les archivistes savent bien qu'il existe au moins, alors peut-être en existe-t-il davantage, mais deux originaux conservés dans les archives, aux archives départementales, deux originaux de cette ordonnance, l'un qui est aux archives départementales de l'Isère et l'autre aux archives départementales du Bouches-du-Rhône. À noter que l'exemplaire des archives départementales de l'Isère est celui qui a été envoyé à la Chambre des comptes de Grenoble, et non pas au Parlement, alors qu'à l'inverse, celui des Bouches-du-Rhône est l'exemplaire qui a été envoyé au Parlement d'Aix. Mais pour parler, puisque c'était l'objet de ce qu'on pourrait appeler une forme de résistance au progrès de l'imprimerie, il y a cette tentative que l'on peut dire avortée, de produire des originaux imprimés pour une courte période, et que là, qui est aussi une des vraies révélations de la thèse, pour une période de 6-7 ans, hein, des exemplaires que tu as pu repérer et que je crois on n'avait pas repéré avant toi, et qui montrent une figure toute particulière de cet essai. Oui, dans les collections de la BNF, j'ai relevé 6 originaux imprimés pour 4 textes législatifs différents. Et parmi ces 6 pièces, au moins 3, je pense, n'ont pas été mises en avant auparavant par l'historiographie. Je ne les ai pas trouvées mentionnées par des études antérieures, même si on les trouve dans les catalogues de la BNF, en partie, avec des lacunes pour certains. Mais on avait la connaissance de au moins 2 textes originaux imprimés, mais pour les autres, effectivement, je n'ai pas trouvé de mention. Par exemple, cet acte n'était mentionné nulle part, un acte du 28 janvier 1527, donc vous voyez que c'est un imprimé, mais puisqu'on voit la page suivante du recueil, il est dans un recueil de charte royale manuscrite, qui est donc au département des manuscrits de la BNF, comme l'indique sa cote que vous avez entre parenthèses. Et autre exemple aussi de pièce qui me semble être une découverte, cette pièce, qui sont donc des petites lettres patentes datées du 4 mai 1533 et qui sont, elles, conservées en grande réserve. C'est un exemplaire sur velin. Alors, très faible nombre, au moins pour celles qui sont conservées à la BNF. On a un original imprimé conservé à Rouen aussi, qui a été mis en avant par Hélène Michaud dans sa thèse sur sa thèse d'école, d'ailleurs, peut-être même, sur la grande chancellerie. Outre le faible nombre, on a une très grande concentration temporelle, puisque c'est entre 1527 et 1533, et que même c'est en 1527 et en 1533 en réalité que sont imprimés les originaux qui figurent dans les collections de la BNF, puisque j'ai 2 originaux pour 1527 et 4
pour 1533, et pour les 4 de 1533, en fait, ce sont 4 originaux qui sont tous datés du 4 mai 1533, mais qui correspondent à 2 textes différents. Alors il y a des passages éventuellement dans la thèse aussi où il y a 2 actes différents en 4 originaux datés de la même date, ce qui peut être un peu troublant parfois. Alors, pourquoi on a une telle rareté et une telle brièveté de l'expérimentation, en tout cas de l'usage de l'impression pour produire des lois originales, des actes royaux originaux? Tout d'abord parce que l'imprimé se justifie surtout, au moins pour la période qui nous intéresse, j'y reviendrai, pour une diffusion en nombre, voire massive, d'un texte. Or, on n'a pas forcément besoin d'un grand nombre d'originaux d'un acte royal, puisque cet acte, l'original en lui-même, n'est pas destiné à un grand nombre de destinataires, est destiné à un grand nombre de destinataires, mais n'a pas besoin d'être communiqué en original à un grand nombre de destinataires. Une autre explication, c'est le coût, puisque produire un tel imprimé, ça a un coût certain, qui n'est pas négligeable pour les débuts de l'impression, et encore au XVIe siècle, en tout cas durant la première moitié du XVIe siècle. Et donc, pour rentabiliser ce coût, cela n'est possible que si les frais de production sont moindres que de produire ce texte de manière manuscrite. Et donc, la rentabilité économique n'est atteinte que si on en imprime un grand nombre, ou en tout cas un certain nombre. Et en l'occurrence, il est difficile de rivaliser avec le travail de la chancellerie dans la production manuscrite des actes, qui est un travail organisé, déjà très organisé, en tout cas, et en cours d'amélioration et d'organisation encore aussi durant cette période, qui est une période d'accroissement de la production d'actes par la chancellerie. Et puis enfin, oui, oui. Comment les imprimeurs se procuraient les originaux? Alors, pour les originaux, en tout cas pour ces textes-là, là évidemment c'est la monarchie qui a directement demandé à un imprimeur de produire ce texte, puisque ensuite il faut sur ce document, sur ce parchemin, apposer les signes de validation. Et c'est là un point aussi qui explique la rareté et la brièveté de ces expérimentations, c'est que ça rompt complètement avec la tradition monarchique. C'est la tradition de production des actes, c'est celle d'un acte royal manuscrit, et le manuscrit, le fait même qu'il soit manuscrit, participe de sa validité et de son autorité. Et c'est pour ça que ça va être très dur et c'est pour ça que ça ne va jamais, sans doute, vraiment disparaître. Le fait qu'il soit manuscrit participe de sa force normative. Et donc, ces actes, et c'est une remarque très juste que vous faites, qui est intéressante, ensuite, une fois qu'ils sont imprimés, il faut dessus y apposer les signes de validité. Et c'est à ça qu'on voit que ce sont des originaux, les signes de validation, puisque vous le voyez sur cet acte. Donc cet acte, ce sont des petites lettres patentes qui sont donc scellées sur simple queue. Vous voyez que on a encore ici la languette, oui, je me perds dans mes diapos parce que c'est que je vous parle de la bonne diapo. Oui, on a encore la languette ici de parchemin. Sur l'acte précédent, vous voyez qu'elle a été déchirée, perdue. Ici, on l'a encore. Et on n'a plus le sceau, mais on a encore la languette. Et puis, pour le premier acte imprimé, alors, je suis désolé, la photo n'est pas d'une très grande qualité. C'est une photo qui est personnelle parce que je ne pouvais pas prendre la photo et je n'ai pas eu les photos en format BNF. Donc, enfin voilà, c'est pour ça que la qualité est celle-ci. Mais vous voyez là, ce sont des petites lettres patentes scellées sur double queue. Et on voit, encore une fois, donc on a perdu le sceau, mais on a encore vraiment là tout le mode de validation de ces actes. Le mode de scellement est visible, hein, la languette de parchemin qui figure toujours dans la fente,
qui est prévu à cet effet. Et à l'étude, j'ai eu l'impression qu'il y avait encore des traces d'apposition du sceau, hein, des traces de cire d'apposition du sceau. Et puis on a les signatures qui doublent l'authentification. Ici, en l'occurrence, pour les actes de 1527, ils sont signés Robertet. C'est Florimond Robertet, qui est secrétaire du roi. Et puis, pour les lettres de 1533, on a le Saint-Manuel de Guillaume Beauchâtel, qui est alors le secrétaire du roi, qui est spécialisé en matière financière. Donc, double signe de validation, signature d'un secrétaire, apposition du sceau. Tout cela nous montre que ce ne sont pas de simples copies collationnées par un notaire ou un secrétaire du roi, mais ce sont véritablement des originaux. Ce sont les tout premiers exemples d'originaux imprimés de textes législatifs. Ils rompent avec les usages de la monarchie. Et là, on voit à quel point l'introduction d'innovation dans le processus de production normatif royal est quelque chose de complexe, puisque même si ces actes ne rompent que sur les caractères externes, on voit que cette rupture n'est pas parvenue à s'imposer au XVIe siècle, en tout cas. Alors, je crois qu'il faut parler maintenant, et c'est un des points évidemment très importants de l'étude, des imprimeurs eux-mêmes. Et on est à l'époque d'imprimeurs libraires privés, pourrait-on dire, assez nombreux au début, hein, une cinquantaine, mais on en vient progressivement à une spécialisation au cours des règnes de François Ier et d'Henri II. C'est ce qu'on comprend à la lecture du livre, et cela donc il faut le montrer, l'expliquer. Il y a un autre aspect aussi, c'est un peu surprenant, c'est semble-t-il l'avance des provinces, du moins dans les débuts. Oui. Et en particulier de Lyon, alors que Lyon ne suivra pas ensuite, hein, et c'est aussi un des aspects saillants de cette étude. Oui, tout à fait. Dans la présentation tout à l'heure des sources, j'ai dit qu'il y avait un biais parisien, sans doute du corpus. Il ne se vérifie absolument pas pour les tout premiers actes royaux imprimés, puisqu'effectivement, comme je vous l'ai déjà dit, le premier acte royal imprimé conservé, évidemment, et là en l'occurrence, notamment dans les collections de la BNF, c'est l'ordonnance sur la justice en Languedoc, qui est imprimée la même année à Lyon, à la fois par Michel Taupier et par Jean Sibert. C'est une impression de Michel Taupier qui est conservée à la BNF. Alors, Lyon, c'est pas si surprenant que ça, puisque à la fin du XVe siècle, c'est un des grands centres de l'imprimerie en France, avec Paris, puis spécialement pour le livre juridique. On a une abondante production juridique à Lyon à la fin du XVe siècle. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une démarche nouvelle, qui est celle ici de Michel Taupier, puisque ce qu'il va faire, c'est qu'il va imprimer seul un acte royal, sans absolument aucune analyse doctrinale, qui est simplement accompagné de ces bois là, que vous voyez, qui l'illustrent très mal. Et donc c'est simplement le texte brut de l'autorité monarchique, et ce texte brut, donc, désormais présente un intérêt éditorial à lui seul. Et sur ce point, il faut souligner l'audace de Michel Taupier, de Jean Sibert, qui ne se sont pas trompés, puisque ils ont eu un certain succès éditorial qu'on peut déduire du fait que Michel Taupier a continué à imprimer quelques actes royaux à la pièce par la suite, et puis que l'impression des actes royaux ensuite s'est multipliée. Et donc on voit aussi ici la force désormais acquise par la loi du roi, et évidemment les deux phénomènes s'entretiennent, hein, d'un côté et de l'autre. Alors, si Lyon, c'est pas une si grande surprise, ce qui peut être plus surprenant, c'est le second acte royal, le deuxième acte royal conservé, imprimé, conservé, le plus ancien, c'est une ordonnance royale de 1493, qui a été imprimée à Angers par
par Jean de la Tour. Alors Angers, c'est un peu plus surprenant, d'autant que cette édition présente la particularité d'être une édition tronquée de l'ordonnance sur la justice de 1493. Mais en fait, on a un indice dans l'impression qui nous explique pourquoi cet acte est imprimé à Angers, parce que, en l'occurrence, elle a un commanditaire qui est le procureur général du roi, c'est indiqué, hein. Et donc Jean de la Tour n'a pas imprimé ce texte de son propre mouvement, il a suivi en cela une demande de la monarchie, et donc on voit que la monarchie commence à se saisir, les institutions monarchiques en l'occurrence, de se saisir de cette nouvelle réalité qu'est la diffusion de la loi par l'impression. Alors, avance des provinces certes, mais très très vite Paris va rattraper son retard. L'imprimerie parisienne, pour ce qu'on a conservé, commence à imprimer des actes royaux à la pièce dès 1494, avec Jean Tréperel. Et puis, surtout, dès la fin du XVe siècle, Paris domine en termes de volume, en termes de nombre d'actes. Alors ça reste très très limité, hein, mais 12 des 13 impressions, 12 des 13 éditions d'actes royaux qui ont lieu entre 1495 et 1500, conservées à la BNF, sont imprimées à Paris. Alors, l'impression va croissant au cours du XVIe siècle, et après des débuts un peu timides, eh bien, la liste des imprimeurs libraires qui s'intéressent à cette question s'allonge. Elle s'allonge considérablement. Et pourquoi ? Parce que c'est une activité qui devient rentable, on va le voir, et qui est un moyen donc de financer son activité pour un certain nombre d'imprimeurs libraires. Et le marché, il y a un vrai marché de la législation royale qui apparaît, hein, certainement, à tel point que certains imprimeurs libraires vont même en faire une de leurs spécialités, voire à certains moments leur principale activité. C'est le cas par exemple pour Galliot-Dupré, qui est donc l'imprimeur principal, le imprimeur libraire principal de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Il n'est pas le seul, il s'associe, mais il a lui le privilège royal, d'autres ont un privilège des parlements. Et l'ordonnance de Villers-Cotterêts marque un tournant dans la carrière de Galliot-Dupré. Ça a été étudié par d'autres, et par notamment Annie Charon, qui a été mon professeur ici d'histoire du livre. Et en effet, non seulement ça a été un tournant dans la carrière de Galliot-Dupré, mais ce que je pense, c'est que ça a été un tournant dans l'impression des actes royaux à la pièce de manière générale. Pour Galliot-Dupré, il s'est spécialisé entre 1539 et 1540 dans la mise en circulation de ce texte qu'il publie, qu'il fait imprimer et qu'il diffuse sous différents formats, à des moments différents, en s'associant avec d'autres imprimeurs libraires. Il en fait paraître un grand nombre d'éditions. On a une dizaine d'éditions qui sont conservées de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, de cette date, qui sont conservées à la BNF sous différents formats, donc différents types. Et puis par la suite, Galliot-Dupré va continuer à imprimer quelques actes royaux. Alors, c'est pas un hasard si Galliot-Dupré non plus se met à publier ce type de texte, puisque sa clientèle, déjà, c'est avant tout une clientèle de gens de cour et d'hommes de loi. Et on voit avec cette spécialisation la place prise par la loi royale à partir de ce moment-là, et la place croissante qu'elle prend même dans les sources du droit, et puis dans le marché du livre juridique en lui-même, et ça illustre la transformation même de l'ordre juridique. Et puis on a même, du fait du développement de ce domaine, des imprimeurs libraires qui vont se sous-spécialiser. Par exemple, c'est le cas d'Étienne Roffet, qui fait essentiellement paraître, lui, des ordonnances monétaires, hein, pour lesquelles il va disposer d'un privilège. Et donc, je me permets de vous remettre cette diapositive de ce très bel exemplaire offert à Guillaume Poyet. Je reviens d'un mot sur l'impression de l'ordonnance de 1490 pour le Languedoc. C'est intéressant. Et il n'est pas indifférent. Il
pas surinterpréter évidemment, que ce soit ce texte qui ait été choisi parmi les premiers. On dit souvent qu'il y a continuité entre les ordonnances de réformation et les ordonnances de justice, les ordonnances de réformation médiévale, les ordonnances de justice des 16e, encore des débuts du 7e siècle. Mais ce qui change, et c'est à partir de l'ordonnance de Languedoc sur la justice en Languedoc de 1490, qui est le modèle de l'ordonnance de 1493 sur la justice du même règne, c'est qu'il s'agit à partir de là d'ordonnances de procédure. Hein, et il y a aussi une diffusion importante de l'ordonnance de 1493, il y a aussi l'ordonnance de 1499, 98-99 de Louis XII, et il n'est pas indifférent aussi qu'on ait donné une voix particulière à l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, qui est pour l'essentiel, on l'oublie trop souvent parce qu'on n'en connaît toujours que quelques articles, une ordonnance de procédure civile et de procédure criminelle. Et ça, il est sans doute pas indifférent de le faire remarquer dans la mesure où le pouvoir, c'est un aspect qui m'a été maintes fois répété, le pouvoir royal a cherché avec une certaine continuité à partir de cette période à mettre la main sur la procédure, en tout cas à chercher à l'unifier. Comme on le dit souvent de manière rapide, hein, le pouvoir royal n'aura finalement qu'assez peu cherché à unifier le droit privé jusqu'à la veille de la Révolution. Par contre, mettre la main sur la procédure, l'unifier, c'était évidemment restreindre l'autorité des juges dans un combat qui a été maintes fois décrit dans des ouvrages récents. Mais il n'est sans doute pas indifférent que cela commence ainsi. Un dernier aspect peut-être, je dis dernier parce que ça nous donnera l'occasion peut-être d'ouvrir les questions dans l'assistance, c'est la question de la diffusion qui évidemment n'est pas une question mineure. Il y a en particulier cet aspect, on en a souvent parlé entre nous, du nom de la loi. Dans le dispositif ancien, si j'ose dire, la loi est identifiée par les dates de temps et de lieu fixées au jour de la promulgation. La vente des textes, mais tu l'as déjà évoqué dans la question relative à la mise en forme, la vente des textes nécessite d'être plus précis dans la mesure où l'acheteur, comme tu le dis, doit pouvoir être renseigné sur le contenu de ce qu'il acquiert. En particulier quand il s'agit d'un fascicule avec une ordonnance longue, avec des multiplicités d'articles. Et donc il y a un titre. Ainsi se généralise le titre que les éditeurs, je pense que tu peux montrer des exemples, mettent en avant dans une page indépendante qui regroupe les éléments d'identification. Et donc là, évidemment, on se pose la question de la mesure dans laquelle cette volonté-là, qui est une volonté d'information finalement, mais n'a pas quelque effet sur la qualification même de la loi. Et en effet, là, tu as des pages aussi importantes sur cette question de cette question de vocabulaire qui évidemment nous interroge par rapport à ce qu'on enseigne ordinairement, la part respective et la qualification respective des termes d'ordonnance, des dits, de déclaration. Il y a là en effet des recoupements, mais en même temps des distinctions. Effectivement, du coup, on a ici par exemple une page de titre, un exemplaire de luxe, mais une page de titre, ordonnance sur le fait des monnaies, état et règles des officiers d'Icelle. Ce titre n'est absolument pas le titre que donne la monarchie, le pouvoir monarchique à sa loi. La loi, le texte, comme l'a dit Patrick Arabert, est identifié par ses dates de temps et de lieu. Il y a effectivement des qualifications parfois dans le texte, en particulier dans la clause injonctive. Par exemple, je lis des qualifications type, le roi y ordonne que le présent édit, statut et ordonnance soient lus, publiés et enregistrés. Donc ici, vous avez pour un même texte édit, statut et ordonnance. D'accord ? Donc il n'y a pas un qualificatif, mais on retrouve ordonnance, édit, loi, statut, vouloir, déclaration, intention, création, érection, lettre, permission, exemption, grâce. Tout un tas de qualificatifs dans les clauses injonctives, mais qui ne sont pas des titres à proprement parler donnés au texte. Et il est vrai que on a eu tendance à construire des typologies qui au moins pour le XVIe siècle, peuvent être très fortement discutées, qui présentent un lien entre la forme diplomatique de l'acte et sa qualification. Une typologie, comme tu l'as dit par exemple, qui distingue les ordonnances, les édits et les déclarations qui seraient des types de textes, les ordonnances, des grandes lettres patentes par exemple, évidemment, alors que les déclarations, ce seraient toujours des petites lettres patentes qui viendraient interpréter un texte plus important. Voilà,
Typiquement, c'est la typologie qu'on va enseigner aussi, nous, à nos étudiants en première année, par exemple. Cette typologie, en fait, si elle peut être valable peut-être pour la toute fin de l'Ancien Régime, elle ne l'est pas pour la période qui nous intéresse, comme le montrent les statistiques que j'ai pu faire ici. Je ne sais pas si c'est très très lisible, mais on voit ici que pour les actes qui sont imprimés, l'essentiel des actes qui sont imprimés sont qualifiés par l'éditeur de édit ou d'ordonnance, hein, d'accord, puisqu'on a plus de 70% des pièces imprimées entre 1483 et 1559 qui sont appelées par l'éditeur ordonnance ou édit. 129 pièces paraissent sous le titre d'édit et 97 sous celui d'ordonnance. Et déjà, rien que ça, c'est plus que le nombre de grandes lettres patentes, puisque dans le corpus, il y a seulement 120 pièces qui sont des grandes lettres, qui sont des grandes lettres patentes. Donc déjà, on peut dire que pour les contemporains, ordonnance ou édit, c'est un qualificatif qui n'est pas réservé, par exemple, aux grandes lettres patentes, mais qu'on peut très bien qualifier des petites lettres patentes, scellées sur double queue, voire scellées sur simple queue, d'ordonnance ou d'édit. Le terme de lettre aussi est assez couramment employé. On peut parler simplement de lettres, voire ou lettres patentes, qui sont la troisième désignation la plus employée. Mais on a aussi, vous voyez, divers intitulés, permission, cri, évocation. Et par exemple, ce fameux terme de déclaration, que nous on présente toujours dans notre typologie, il y a ordonnance, édit, déclaration. Le terme déclaration, dans le corpus, c'est moins de 5% des intitulés, des titres qui sont donnés, donc c'est un emploi assez marginal. Et en tout cas, ce qu'on constate, c'est que le vocabulaire est flottant au cours de la période, qu'on a dans les textes monarchiques, dans la clause injonctive, l'accumulation de termes variés, et que les imprimeurs libraires, eux, vont choisir des titres qui vont permettre d'identifier ces actes. Alors, essentiellement ordonnance et édit, mais on n'a encore pas une fixation très claire, même si, par exemple, CRI, c'est essentiellement pour de la législation monétaire, le CRI des monnaies. Mais les imprimeurs libraires donc s'inspirent du vocabulaire monarchique, mais sans se sentir liés par la qualification des actes eux-mêmes. Et c'est plutôt le lecteur, en réalité, qui a reçu les titres choisis par les imprimeurs libraires, et nous aussi, pour ensuite construire des typologies qui ne sont pas des typologies qui ont été construites par la monarchie elle-même. Hein, et donc, en tout cas, pour les imprimeurs du XVIe siècle, ordonnance et édit, c'est très large comme qualification. Et donc, ce qu'on voit à travers cette dernière question, c'est que les actes royaux imprimés sont un outil intéressant pour l'historien pour comprendre comment s'est construite la législation monarchique et puis comment s'est construit le discours sur la législation monarchique et l'image qu'on a construite aussi du pouvoir normatif du monarque. Et en particulier, le questionnement, même si ici, en prenant le terme de loi, ça soulève aussi des questions, mais de l'emploi des catégories contemporaines dans la formation de ce pouvoir. Et les actes royaux imprimés, en quelque sorte, peuvent permettre de questionner à la fois les concepts, mais aussi la pratique même de la monarchie et la pratique même ensuite des questions qu'on n'a pas abordées, mais qu'on n'aura pas le temps d'aborder, comment le public auquel sont destinées ces impressions va se saisir de ces textes et contribuer aussi à leur réception et puis à leur application, puisque la grande question évidemment de la loi, c'est de la faire appliquer. Et ça, c'est un enjeu très important de la législation monarchique. Mais
nous avons déjà largement dépassé le temps qui nous était accordé et par conséquent, je vais céder la parole au public. Oui, oui, absolument. Là, Pense vous avez aperçu notamment dans les dernières phrases qu'il y avait encore bien des enseignements à tirer de cet ouvrage, en tout cas me semble-t-il. Mais désormais, en effet, parole à la salle. S'il y a des questions, évidemment. Il y en a. Oui, d'abord, une petite question de forme. Est-ce que vous avez trouvé systématiquement, à la fin des textes des actes royaux, la mention d'enregistrement au Parlement? Et alors, plus généralement, il semble que l'initiative d'imprimer des lois échappe un peu au Parlement. Quels sont les rapports? Parce que le Parlement est normalement chargé d'enregistrer, de vérifier, d'enregistrer, de publier les actes royaux. Et quel est le rapport avec les libraires? Est-ce que c'est une logique entièrement commerciale ou est-ce que vous avez parlé du procureur général à un moment donné? Est-ce que c'est voilà. Merci, il y a des questions essentielles que vous posez. Alors pour les enregistrements, c'est variable. Parfois même l'arrêt d'enregistrement est reproduit totalement ou partiellement, d'accord, notamment lorsqu'il apporte des précisions sur la manière dont il faut entendre le texte. Et là, dans ce cas-là, on voit aussi quelle est la source employée, la question que posait Madame, quelle est la source employée par l'imprimeur pour imprimer le texte, puisque s'il imprime l'arrêt d'enregistrement, c'est qu'il dispose de cet arrêt qui lui a été donc communiqué ou qu'il est allé consulter dans les registres de l'institution en question. Donc ça, c'est très variable. En tout cas, il y a la mention, quand ce texte est imprimé, il y a la mention de son enregistrement, particulièrement, on voit... donc la reproduction de l'arrêt d'enregistrement, c'est très variable, mais je ne sais pas si là, il y a une page de titre. On a très souvent, vous voyez, hein, la mention de l'enregistrement dans le titre lui-même. Hein. Donc ici, vous voyez, publié et enregistré en la Cour de Parlement de Toulouse. Hein, de Toulouse. Donc on l'a fréquemment la mention du fait que ça a été enregistré dans telle institution, dans le titre lui-même, et puis après dans les clauses éventuellement finales. Et parfois donc l'arrêt. Pour ce qui est des rapports justement avec les cours souveraines du royaume, plusieurs choses. Ce que je parle dans l'ouvrage d'institutionnalisation progressive de cette activité. Et cette institutionnalisation, elle passe notamment par l'intervention des cours souveraines, mais pas que, hein, aussi de la monarchie directement. Et donc, en particulier, cette institutionnalisation, elle passe par la délivrance de privilèges qui vont être délivrés soit directement par le monarque, soit par les institutions qui sont chargées de la diffusion de ces textes, qui sont donc les cours souveraines, et au premier rang desquels les parlements. Et donc c'est par le fait de donner un privilège d'impression à ces imprimeurs libraires que les parlements vont se participer, hein, et vouloir contrôler, au moins partiellement, la diffusion du texte qu'eux-mêmes ont pour fonction de diffuser dans leur ressort. Donc ça va passer essentiellement par des privilèges, et ça c'est progressif, parce que vous avez vu au début, là, au tout début, c'est pas un privilège, on a une intervention du procureur du roi, mais assez rapidement, quand la pratique même du privilège se développe dans le Royaume de France, et spécialement du privilège de librairie, eh bien c'est par ce biais que les cours souveraines interviennent. Ah ben, c'est un peu qui sera le premier à demander au Parlement ou à la monarchie son privilège, ou à le demander à une autre institution. Donc on a des privilèges multiples. Par exemple, c'est le cas pour l'ordonnance de Villers-Cotterêts, dont très vite on saisit l'importance. Et donc d'un côté, François Ier donne un privilège à Galliot-Dupré, de l'autre, le Parlement de Paris donne un privilège à Jean-André et un autre imprimeur dont j'ai oublié le nom. Et donc que vont faire ces imprimeurs? Ils vont s'associer. Eux, là, bon, c'est pas toujours le cas, hein, mais par exemple pour l'ordonnance de Villers-Cotterêts, ils vont s'associer pour la diffusion, parce que le privilège du Parlement de Paris donne quand même, compte tenu du ressort du Parlement de Paris,
une zone de chalandise relativement importante. Mais on a évidemment des stratégies où l'autre stratégie, typiquement, c'est d'avoir ces entrées auprès d'une institution, la spécialisation dans l'ordonnance, dans la législation monétaire. C'est parce que, on obtient des privilèges de la Cour des monnaies, à la Chambre de la Cour des monnaies. Et donc, ça va permettre de pouvoir imprimer la législation monétaire avant les autres, par exemple. Et d'ailleurs, il faut aussi supposer qu'il y a, sur un autre critère, qui est la brièveté, quelquefois, de la publication, la brièveté de temps entre publication et édiction, qui donne à penser que les libraires sont proches des cercles du pouvoir ou proches des magistrats pour obtenir cette information, parfois très rapidement. Très clairement. Si je comprends bien, vous avez travaillé en vous bornant au catalogue des actes royaux de la Bibliothèque nationale. Non, Bien. parce que Est-ce que vous avez travaillé à partir des ordonnances des rois de France et du travail effectué par la commission des ordonnances jusqu'à la fin du règne de Henri II? Bien sûr. Est-ce que vous avez pris contact avec eux à la commission des ordonnances, aux archives? Alors, bien sûr. Sur le premier point, le catalogue des actes royaux, et c'est justement un des points, pour la période considérée, il y a quelques manques. Et qui résultent de divers éléments. Donc, sur ce point, parce que du coup, ce que j'ai pas dit, ce que j'aurais dû dire, c'est que ce travail aussi fait suite au fait que j'ai fait juste avant une cartographie des actes royaux qui sont conservés pour l'ensemble de la période dans les diverses collections de la Bibliothèque nationale de France et en particulier dans les recueils factices, et donc qui couvrent une très large période. Et là, évidemment, où le matériau principal, c'était évidemment le catalogue des actes royaux. Et du coup, oui, ça a été une source importante, mais qui, justement, pour le tout début de la période concernée, a des manques parce que elle n'a pas pris en compte l'intégralité des collections de la BNF et typiquement des imprimés qui sont conservés dans la collection des manuscrits. Oui, voilà. oui, que je connaissais bien. Voilà. Et effectivement, et vous avez remarqué, et tout le monde le voit par le volume de ce catalogue, c'est l'accroissement colossal des imprimés. Et il y a aussi une limite que vous vous êtes imposée ou que vous avez été obligé de prendre, c'est-à-dire de rejeter les recueils de lois où il y a des déclarations et des d'écoulements de la loi qui sont notifiés par d'autres et qui modifient effectivement ou qui donnent une application plus spéciale de la loi pour telle ou telle province ou etc. ou parlement. Et d'autre part, moi, j'ai toujours remarqué que les enregistrements étaient en général donnés, et en tout cas pour la Cour des monnaies, ils sont donnés parce que c'est intéressant de savoir qui avait l'initiative ou de la Cour ou éventuellement de l'imprimeur de commencer de mettre un projet d'édition en marche. Alors, je pense que très souvent, ça venait des cours et qu'à côté de ça, dans les cours, il y avait tout un monde de procureurs, d'avocats qui étaient de mèche avec des libraires et des éditeurs pour lancer sur le marché des imprimés qui étaient très demandés, surtout à l'occasion de plus gros événements et surtout à l'occasion, effectivement, du change du cours des monnaies. Et la Cour des monnaies, elle a en général des imprimés qui sont, vous les avez montrés, qui sont extraordinairement bien préparés, très lisibles, très visibles. Et j'ai remarqué dans des textes des archives que c'était, par exemple, un général des monnaies et même le président de la Cour des monnaies pouvaient, lors de leurs fameux déplacements de voyage dans la France, pouvaient demander à des éditeurs locaux, à des imprimeurs locaux, de faire imprimer en vitesse le texte de la loi, par exemple pour l'enregistrement de l'érection de la Chambre des monnaies en cours, qui a été extrêmement contestée.
un général des monnaies est sur place à Toulouse, ou je ne me rappelle plus, Montauban, et il est à court de copies pour les délivrer aux différents officiers royaux, et il va tout bonnement les faire imprimer chez un imprimeur du soir au matin. Bien sûr. Alors, plusieurs choses sur ces points. Ça participe évidemment d'une stratégie de diffusion de la part des institutions qui sont elles-mêmes chargées de la diffusion de ces actes. Donc, typiquement, ils envoient, les institutions envoient ensuite ces textes aux officiers qui sont chargés d'appliquer ces textes. Alors, deux petites remarques. Je n'ai pas exclu de mon corpus les actes, les impressions pour lesquelles il y a justement les arrêts ou les déclarations. Ce que j'ai exclu, ce sont les recueils qui sont faits par des juristes, des recueils doctrinaux, donc où on regroupe un certain nombre d'actes royaux pour les classer thématiquement ou chronologiquement. Et autre remarque, bien évidemment, j'ai utilisé des ordonnances des rois de France, et il y a tout des passages une analyse comparative aussi justement entre la production qu'on peut estimer normative de la part de la monarchie, sachant que les ordonnances des rois de France, derrière ordonnance des rois de France, en réalité, vous avez une très grande diversité d'actes royaux. La production normative du roi de France et la part qui est imprimée justement à la pièce par ces imprimeurs au cours de la période. Donc évidemment, c'est une ressource essentielle. Bien sûr. Et dans ce même catalogue des actes royaux, on remarque qu'une autre initiative peut provenir de corps de métier ou de même de municipalités, puisque vous avez les mégissiers ou les boulangers qui se font certainement constituer des petits recueils à leur profit etc. Et au profit de leur clientèle éventuellement, mais c'est certainement pas de la part d'une cour ou d'un officier royal que ça part. À ce moment-là, ça part vraiment de particuliers intéressés dans l'affaire. Donc il y a toute une panoplie d'initiatives qui est assez différente, et la remarque que vous avez faite sur le procureur du roi m'intéresse énormément parce que ça montre de quel endroit ça part. Là, pour une fois. Parce que ça ne part pas du Conseil du roi, ça ne part pas de la chancellerie, ça part des cours, des chambres, mais aussi du peuple. Très clairement, dans un premier temps, ça ne part pas du tout des institutions centrales. Oui. Très clairement. Dans un premier temps, qui va s'y intéresser? Les officiers de justice, des cours supérieurs. Mais la monarchie elle-même va avoir du mal à se saisir de cela. Et moi, une des études que je fais, c'est le premier privilège royal, c'est un texte pour l'Italie, et ça s'inscrit dans un contexte très particulier, des guerres d'Italie, du roi à Milan, etc. Et pour que ce soit ensuite appliqué dans le royaume de France proprement dit, il va s'écouler un très long temps. Donc effectivement, là, sur ce point, il y a plein de choses très pertinentes à dire. Oui, merci pour votre exposé. 3 petites questions rapides. L'applicabilité, c'est à partir de l'enregistrement. Oui, l'applicabilité. C'est à partir de l'enregistrement ou de la publication? De l'enregistrement. De l'enregistrement. Est-ce que ça a eu une influence sur la jurisprudence par la suite? Est-ce que le fait d'imprimer a pu faire évoluer plus facilement ou pas du tout la jurisprudence? Et troisièmement, le public, est-ce que c'était uniquement un public d'hommes de loi, entre guillemets, et d'officiers royaux, comme vous l'avez dit, ou ça pouvait intéresser d'autres personnes intéressées par le droit en général? Alors, merci beaucoup pour ces questions. Je vais du coup d'abord répondre sur le public, parce que du coup, pour répondre par la suite, dans un premier temps, il est assez certain que ça s'adresse avant, en tout cas les premiers textes, au public des officiers de justice. Et comme l'a montré Patrick, comme l'a souligné Patrick Arabert, ce sont des textes de procédure dont vont avoir besoin en particulier les officiers de justice. Donc ça s'adresse avant tout, dans un premier temps, à ce public. Plus généralement ensuite à un public de juristes, d'hommes de loi de manière générale,
juste aussi en parallèle de l'intérêt renouvelé, mais naissant, mais renouvelé des juristes pour la production qui a été aussi étudiée pour la fin du Moyen-Âge, début de l'époque moderne par Patrick Haber, pour la production normative royale, et donc ils vont se mettre à commenter ces ordonnances et ces actes royaux, donc où là il y a aussi des phénomènes qui s'alimentent mutuellement. Quant à l'effet sur les décisions de justice, alors là c'est très compliqué parce que dans tous les cas, en principe, ces textes sont diffusés déjà avant dans l'ensemble des juridictions. Alors du coup là, ils vont l'être peut-être plus massivement, plus... Après, là, c'est vraiment le problème de l'applicabilité elle-même et de l'effectivité, devrais-je dire, de la législation monarchique. Alors, ce que je suggère, c'est que l'impression participe de l'accroissement de la volonté, en tout cas monarchique, d'assurer une plus grande effectivité des textes qu'elle promulgue, et que c'est pour ça aussi qu'elle va s'y intéresser. Et c'est pour ça aussi que les cours, une fois qu'elles l'ont enregistré, vont se saisir de cette possibilité qu'est l'imprimerie pour pouvoir faire appliquer les textes, et notamment les faire appliquer comme elles ont décidé de les enregistrer. Et c'est pour ça que c'est important ce que vous disiez, avec la mention des éléments qui figurent dans l'arrêt d'enregistrement. Avec, oui, mais cette disposition-là, non, elle ne s'appliquera pas exactement comme ça pour le ressort de cette cour. Voilà. Je ne sais pas si je réponds vraiment, mais... Merci. Bien. Merci beaucoup pour cette conférence tout à fait passionnante. Et je me suis intéressé entre autres aux aspects typographiques, évidemment. J'ai été frappé donc, par ce que vous avez dit sur la permanence d'une typographie gothique, au-delà de ce qu'on constate par ailleurs en général dans l'édition. Et je pense que si on pense en termes d'écriture gothique, on voit les choses du point de vue général de l'histoire du livre. Si on prend les termes de l'époque et qu'on pense en termes d'écriture française, les choses se présentent un peu différemment. Je crois qu'il y a dans ces impressions en particulier une typographie qui maintient cette forme-là parce que c'est une typographie qui évoque la forme graphique des actes royaux. Tout à fait, et je suis complètement d'accord avec vous, parce qu'en plus, ce qu'on observe, c'est que justement la typographie des actes royaux manuscrits, elle n'évolue pas. Oui, à ce moment-là. Elle ne suit pas l'évolution de l'écriture manuscrite. C'est ça. C'est-à-dire que dans l'écriture manuscrite, ce qu'on voit jusqu'au XVIIe siècle au moins, c'est qu'il y a une différenciation entre l'écriture de tradition française, donc gothique, qui est maintenue envers et contre tout dans les actes, notamment financiers, juridiques, etc., par opposition à l'écriture à l'italienne, donc correspondant en typographie au romain, qui se diffuse beaucoup plus tôt dans l'écriture privée, littéraire, etc. Et après, avec des différenciations sociales entre l'épée et la robe. Enfin, on pourrait entrer dans toutes sortes de choses qui montrent comment ça s'articule avec des réalités à la fois institutionnelles et sociales, tout au long des 16e, 17e. Ce qui aurait été intéressant, ça aurait été si après 1557, avec la création de la lettre de civilité, on avait vu des tentatives d'impression d'actes dans les caractères de civilité de Robert Grangeon qui imite d'assez près l'écriture de la chancellerie. Et ce n'est pas quelque chose qu'on observe, ça, à votre connaissance. Du tout. Oui. C'était déjà trop tard, en fait. Oui, parce que le romain... On était passé au romain. Ouais. J'avais juste une question, alors, au-delà de ça, sur les effets éventuels de conservation, surtout pour les tout premiers temps. Le premier conservé, imprimé à Lyon, d'un acte enregistré à Toulouse. Je me demande si déjà l'impression lyonnaise n'est pas la copie d'une impression toulousaine au départ. Voilà. Et s'il n'y a pas au départ une difficulté à dire statistiquement, ça apparaît d'abord ici, ensuite là. Et je me demandais donc essentiellement combien d'exemplaires vous aviez en général pour ces plus anciennes impressions. Alors oui, ça c'est une vraie question. Alors j'ai fait une petite étude sur les actes incunables qui est du coup dans la revue de Yann Sordet, qui s'appelle Histoire et civilisation du livre. Et du coup, effectivement, il est intéressant de noter que les autres exemplaires de cet acte sont conservés à Toulouse, alors qu'il est imprimé à Lyon. Voilà, par exemple. Donc, puisqu'on a un exemplaire,
un exemplaire de l'édition de Taupier qui est à Toulouse et l'exemplaire de l'édition de Jean Sibert est à Toulouse. D'une impression lyonnaise. Qu'il n'y avait pas d'impression toulousaine, donc. Sans doute. Voilà. Et donc, on a été obligé de mobiliser les imprimeurs lyonnais pour cette question. Et ce qui est intéressant aussi pour ces premiers actes, c'est qu'on a déjà, alors après, bon, ça c'est l'histoire de la circulation des imprimés, mais pas mal de conservation d'ouvrages à l'étranger, en Angleterre et en Allemagne, par exemple. Plus que dans les provinces en France. Donc voilà, et après pour le reste, on a évidemment, et donc ça c'est un point évidemment que je détaille dans l'introduction, un biais de sélection, de conservation, hein, ça qui est évident et qu'il faut toujours prendre en compte pour toute analyse. Donc a priori à chaque fois j'essaye de répéter que ceci est pris est conditionné à la représentativité limitée des sources de la BNF, voilà, et de manière générale de la conservation de ces actes qui ont été très peu conservés. Et c'est en particulier le cas, par exemple, quand je parle de l'affichage. Voilà, il y a eu des études sur les affiches, mais la conservation des affiches, évidemment, c'est vraiment une question. Merci. Alors, ça c'est une grande question sur laquelle peut-être pour laquelle Patrick devrait répondre plutôt que moi, je pense. Alors, c'est une question qui se rattache plutôt à la question de savoir de la mise en recueil des actes royaux. En France, il y a en effet très peu de compilations médiévales et du coup, il y a très peu de commentaires, pratiquement pas de commentaires médiévaux de loi royale. La première, à ma connaissance, c'est la pragmatique sanction de Bourges, puisque la pragmatique sanction de Bourges de 1438 a fait l'objet d'une glose commentaire par un professeur à la faculté de décret de Paris, du nom de Comguimier, qui en 1486 publie une glose de la pragmatique qu'il déclare lui-même comme étant le reflet de son enseignement. Mais ça, c'est une particularité de retard française, parce que à l'époque médiévale, parce que les compilations ont été plus précoces, en Castille par exemple, en Angleterre, mais oui, absolument, en Sicile bien entendu, hein, on a ce modèle-là, mais et du point de vue de l'enseignement, on a par exemple là pour les constitutions du royaume de Sicile, les constitutions de Melfi, on a des gloses de juristes napolitains au XIVe siècle déjà, ce qui prouve qu'un véritable enseignement, un enseignement, oui, enfin, on peut le soupçonner de le royal. En France, c'est pas le cas, et les deux premiers textes à avoir été donc abordé de ce point de vue, c'est la pragmatique sanction de Bourges, et significativement, le second, c'est le Concordat de Bologne, qui a été commenté et glosé par un professeur toulousain cette fois, parce que les Toulousains avaient le tropisme du Concordat, alors que les gallicans de la faculté de décret avaient plus de faveur pour la pragmatique, mais c'est une toute autre histoire. La pragmatique, c'est 1438, hein. Et d'ailleurs, pour encore signaler un tropisme toulousain, puis je vais devoir malheureusement vous quitter ensuite, le premier recueil méthodique puisqu'on a parlé de ça, d'ordonnances royales, c'est-à-dire un découpage d'ordonnances article par article, mais rebattu dans un plan qui, en l'occurrence, est le plan des décrétales. Il est dû à un juriste toulousain de la fin des années 1490, Étienne Offréry, un recueil qu'il appelle d'ailleurs Tractatus Ordinationum Regiarum, ce qui prouve déjà l'ascendant du terme d'ordonnance comme terme générique. Encore, et là tu le sais, encore d'ailleurs prioritairement employé au pluriel, dans la formule médiévale qui était sans doute ordonnance. Pourquoi au pluriel? Parce que des ordonnances, ordinatum est, est un recueil d'articles, donc au pluriel. Ordonné, hein. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est là, directement, le droit anglo-saxon est plutôt fondé sur la jurisprudence, alors que nous, on a plutôt le droit romain. Est-ce que vous pensez que ça vient de ce retard, entre guillemets, de glose et d'interprétation ou...
Non, je ne suis pas sûr. Là, on relève de traditions différentes. Ça nous ferait une autre histoire. C'est pas d'ailleurs aussi vrai que ça. D'ailleurs, il faudrait cette partition et des lois, qu'on peut dire royales aussi en Angleterre, notamment au XVIe siècle, avec des rois à fort pouvoir. Il y en a eu, hein, et des recueils des entreprises législatives, pour peu qu'on peut les appeler ainsi, médiévales. Elles sont fortes aussi. Hein. Ne surnomme pas. Tombe pas avec beaucoup d'exagération Édouard Ier, le Justinien anglais. Hein, et on est à la fin du XIIIe siècle, les assises de Clarendon au XIIe siècle. Mais enfin, c'est une toute autre histoire. Je ne suis pas sûr que ça soit lié à l'enseignement. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de témoignages, en tout cas d'enseignement des lois royales en Angleterre. Hein. C'est plutôt une tradition castillane, napolitaine, sicilienne, oui, essentiellement. Et du coup, pour ces impressions, les impressions que moi j'ai étudiées, n'ont pas vraiment une très très grande influence, en tout cas sur l'enseignement, dans la mesure où l'enseignement des lois royales jusqu'au milieu du XVIe siècle est quelque chose d'extrêmement périphérique, que quelques professeurs intègrent à l'occasion d'un enseignement sous couvert d'enseigner aussi un peu généralement autre chose. En tout cas, ils n'enseignent pas directement le droit royal, puisque les statuts d'organisation de l'université font qu'ils ne sont pas censés enseigner les lois du roi. Oui, ça, il faut bien signaler, c'est un aspect qui n'est pas toujours bien connu, c'est qu'on n'enseigne pas la législation royale à l'université avant 1679, voilà. C'est-à-dire la réforme des universités qui introduisent des cours de droit français. Bon, cet aspect est bien connu. À partir de là, on étudie les coutumes, on étudie la loi, la procédure, mais jusqu'à cette date-là, l'enseignement du droit, puisque c'est là dont on parle, est limité à l'enseignement du droit canonique et du droit romain. Et donc, c'est sous couvert d'enseignement du droit canonique et du droit romain qu'à l'occasion, on va pouvoir introduire quelques développements, alors parfois très très longs, sur le droit royal, la loi royale. Il s'agit d'enseignements qui ont été donnés dans des facultés de droit canonique, puisqu'il s'agissait d'actes, la pragmatique et le concordat, qui étaient des actes royaux, certes, mais destinés à réorganiser l'Église de France, et donc qui était l'œuvre du travail des canonistes. Mais par exemple, l'ordonnance de Villers-Cotterêts en tant que telle, pour prendre un texte, voilà, n'est pas étudiée dans les facultés de droit. On n'étudie pas l'ordonnance de Villers-Cotterêts au XVIe siècle. Elle a été commentée par des juristes, voilà, mais pas dans une perspective didactique. Oui, voilà. Merci encore. Oui. Oui, pardon. Je voulais revenir avec vous sur les deux tentatives de publication. Oui, absolument. Vous avez dit 1527 et 1533. Alors, peut-être l'avez-vous dit, peut-être l'ai-je loupé. Est-ce que vous avez pu documenter les protagonistes, les circonstances, les modalités de ces tentatives ? Pas très clair, quoi. Un peu plus, évidemment, que ce que j'ai dit dans la conférence. Pour un des actes, je ne sais plus si c'est celui de 1533 ou 1527, Hélène Michaud a fait cette analyse dans sa thèse sur la Grande Chancellerie. Donc, il y a des éléments chez Hélène Michaud, donc je me suis contenté d'y renvoyer. Et pour le reste, non, si ce n'est l'identification des institutions qui sont intervenues voilà, dans le processus et à qui c'est destiné, parce que en fait, ce sont des petites lettres patentes. Pour les petites lettres patentes scellées sur simple queue, elles ont des destinataires aussi. Donc, du coup, on sait à qui elles sont envoyées. À qui sont envoyés ces originaux, qui sont les destinataires de l'acte, puisque dans des lettres patentes de ce type, il y a des destinataires identifiés, de manière plus ou moins précise. Mais... D'accord. Donc, est-ce que parmi eux, il y avait un ou plusieurs étaient à l'origine étaient d'une initiative de la chancellerie ou de la cour ? Alors oui, parce que ce sont des mandements pour un certain nombre d'entre eux, pour 2 d'entre eux. Donc c'est la cour elle-même qui a demandé l'impression de ces mandements pour les envoyer au
aux personnes qui sont mandatées. Non, j'étais intéressé par surtout effectivement par la période concernée, pour avoir un peu travaillé notamment sur le chancelier Duprat. Et alors pour 1527, il n'est entre guillemets que cardinal. Par contre, pour 1533, il est légat. Et au cours de mes recherches, j'ai pu constater qu'il avait eu recours à l'imprimé dans le cadre de l'administration de sa légation pour effectivement des actes qui pouvaient avoir un caractère circulaire ou être destinés à un public large. Et également, alors avec sa double casquette, là, vous avez montré à un moment une ordonnance sur les décimes, je crois. C'est celle-ci, voilà. Et l'ordonnance sur les décimes, effectivement, je suis aussi tombé sur... Voilà, dans les textes d'application, voilà. Et il a aussi recours visiblement à l'imprimé. Voilà, et non, mais du coup, c'est très intéressant parce que vous voyez, ces textes, ce sont des mandements pour l'application de ce texte. C'est ça. Donc, évidemment, il y a sans doute quelque chose là à creuser. Voilà. J'avais une autre question, alors c'était pour M. Rabert, mais qui est parti, mais pour vous aussi, sur la notion de recueil. Alors M. Rabert parlait de recueil de lois éditoriaux qui sont en pagination continue, on est d'accord. Et vous, de pièces, est-ce que vous avez rencontré, pour la période que vous avez étudiée, une formule intermédiaire, c'est-à-dire que les imprimeurs libraires pouvaient... recycler, remettre sur le marché des pièces qui étaient parues donc séparément telles qu'elles étaient parues, qu'ils pouvaient avoir gardées en stock, et ils pouvaient avoir différents textes comme ça conservés, et de les faire reparaître sous forme de recueil avec une page de titre général, voire des liminaires, une préface. Est-ce que vous avez rencontré ça? Alors, ce qu'on peut observer, c'est à l'occasion de l'édiction d'un nouveau texte qui vient modifier un texte antérieur sur le même thème, la réimpression du texte antérieur et qui peut être parfois une réutilisation sans doute quand on a des législations rapides, par exemple sur la monnaie ou des aspects de textes d'exemplaires restants, réemployés. C'est ça. Voilà. Donc ça, on peut l'observer. C'est marginal, hein. En tout cas, moi, dans ce que j'ai consulté pour ma période, parce que c'est vraiment les débuts. Et puis après, effectivement, on va avoir quelques constitutions qui vont commencer à se faire de recueils, mais dans la mesure où, alors, je les ai consultés, j'en ai consulté un certain nombre, mais après, je les ai pas étudiés parce que du coup, ils sortaient de mon champ d'études. Mais on en a.